Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Fethi Gerres n'est plus à présenter aux Algériens, qu'ils soient dans le pays ou à l'étranger. Il nous fait l'amitié aujourd'hui de nous accorder un court entretien. Nous allons donc lui consacrer cette émission d'aujourd'hui et nous évoquerons avec lui la mémoire de Mohamed Harbi, Rabbi Rahmou, décédé hier, 1er janvier, à Paris, des suites d'une sévère infection pulmonaire. Il avait 92 ans. Engagé depuis sa tendre jeunesse dans la lutte de libération, il a collaboré très activement avec M. Ben Bella, le défunt Ben Bella Rabbi Rahmou. En 1965, lors du coup d'État contre celui-ci, il est arrêté et incarcéré. Il a pu quitter son pays et a pu se réfugier en France pour se vouer toute sa vie à l'histoire de son pays, à la recherche et l'enseignement universitaire. Il a publié de nombreux ouvrages dont certains sont très connus et très appréciés, considérés comme des références universitaires sérieuses. Il s'y est montré particulièrement critique sur l'inanimisme politique autour du parti unique, entre autres de ses prises de position. Je garde personnellement de lui ce regard vif et curieux qui n'a pas perdu de son intensité, même lorsqu'il avait presque perdu la vue. Rabbi Rahmou. Nous évoquerons avec Fethi Gerres ce qu'il a subi de ce pouvoir lui-même, des incessantes persécutions qu'il a endurées avec sa compagne, Mesouda Chebala, de la dissolution du MDS, le parti politique dont il était le leader. Nous lui demanderons de nous dire son sentiment sur la situation générale de notre pays, sur les prisonniers politiques et les détenus d'opinion, sur la répression qui s'abat sur quiconque ose la moindre récrimination contre le pouvoir, et de nous dire aussi ce qu'il craint pour l'avenir du pays et sur ce que sont ses espérances, ses objectifs. Fethi Gerres, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci de m'avoir invité. Salam alaikum, bonsoir, le bonjour aux téléspectateurs, aux chers téléspectateurs. Et merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous, Fethi. Alors, Fethi, d'abord, au sujet du décès de notre frère, de notre camarade Mohamed Harbi, si Mohamed, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Voilà, Allah yarhamou Mohamed Harbi, ce qui nous dit Mohamed Harbi par sa situation, sa marginalité. C'est un des grands intellectuels algériens, un des grands révolutionnaires. C'est quelqu'un qui est né dans cette matrice nationaliste, révolutionnaire, radicale, un intellectuel organique du mouvement national et qui a continué à faire le travail d'intellectuel organique après l'indépendance, qui est devenu un grand intellectuel critique dans le sens positif. C'est ça ce qui caractérise Mohamed Harbi. C'est quelqu'un qui vient d'une grande révolution, qui vient d'un mouvement vraiment qui a
changer le sort de l'histoire des peuples opprimés, mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne s'est pas arrêté à déceler les limites historiques de ce mouvement. Et c'est ça le sens du progrès. C'est-à-dire le sens du progrès, c'est ça le progrès. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui nous dit que malgré ce qu'on a fait, mais puisque ce qu'on a fait, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire faite par des humains avec leurs limites, c'est-à-dire il faut, pour continuer à progresser, il faut avoir cette conscience critique, cette capacité de déceler les limites de nos actes et de l'action politique, même si elle est noble. Et ça, c'est une posture ou une position éminemment démocratique. C'est ça ce qui fait la singularité de Mohamed Harbi. Et tout ça vient en contraste, cette marginalité de Mohamed Harbi, vient en contraste avec la bêtise qui règne c'est-à-dire la bêtise officielle qui domine notre cher pays. On est gouverné par cette bêtise qui tourne le dos à tout cet héritage révolutionnaire, tout à cet héritage, c'est-à-dire un grand intellectuel qui décède en exil. C'est un des pères fondateurs du nationalisme algérien et un des pères fondateurs de l'intelligentsia, révolutionnaire et nationaliste et patriotique algérienne. Et ben, il décède où? En exil en France. Et voilà, ça. Et le pendant de tout ça, c'est quoi? C'est que cette marginalité de Mohamed Harbi, son pendant, c'est la marginalité du peuple algérien dans ce contexte politique répressif et oppressif. Ça veut dire qu'on a un pouvoir politique qui mène la guerre à tout ce qui nous rappelle d'où on vient. Ça veut dire, voilà. Ça veut dire une révolution qui a installé le peuple au centre et qui est devenu un acteur majeur. Actuellement, on voit que ce pouvoir fait le contraire. Et des acteurs qui ont joué le rôle d'encadrement politique et idéologique de ce peuple, eh ben, on les retrouve ostracisés, marginalisés, exilés. Ce qui fait, si on veut réellement réhabiliter Mohamed Harbi, réhabiliter tous ces grands. Oui. Fethi Gherras, c'est d'une tristesse infinie. Moi, j'ai ressenti cette disparition parce qu'il m'avait été présenté, je l'ai rencontré une seule fois, il m'avait été présenté par Adil Houari et Tarek Khelfoun à Lyon. Et j'avais été frappé par son regard, j'espère qu'on pourra le montrer, il est derrière, sur le background. Un regard, mais d'une acuité, un regard amusé, très curieux. Et il a gardé ce regard, même quand il a quasiment perdu la vue. Mais cette étincelle dans son regard, il ne se plaignait jamais. Alors que, pourquoi je suis très triste, il a passé plus de 60 ans en exil forcé. Il est mort en exil, comme beaucoup d'Algériens qui sont battus pour ce pays, pour leur peuple. Et contrairement aux gens du régime qui, eux aussi, meurent à l'étranger, dans des hôpitaux étrangers, parce qu'ils s'y soignent. Ils ne se soignent pas dans le secteur le plus performant d'Afrique. Oui. Moi, je suis triste, mais en même temps déterminé. Voilà la chose qu'on doit garder. C'est que ces gens-là qui ont fait l'histoire de l'Algérie, qui est devenu, je dirais, le moteur de l'histoire des luttes des peuples opprimés, ça veut dire qu'il faut dire qu'il faut les réhabiliter, il ne faut pas les enterrer, il ne faut pas qu'on enterre nos morts, même s'ils meurent, il faut les réhabiliter. Et la seule manière pour réhabiliter nos morts, ces hommes, ces acteurs, ces intellectuels, ces pères fondateurs, c'est d'enterrer le système. C'est pour ça, moi, la mort de Mohamed Harbi, ou la mort de Aït Ahmed, ou la mort de ces gens-là qui ont vraiment, c'est-à-dire, ils ont une place particulière dans l'histoire de l'Algérie, leur mort doit alimenter notre combat. On doit dire qu'il ne faut pas que cette mort se transforme en amnésie, en perte de mémoire. Et c'est ça ce que le pouvoir veut, ou le système veut réaliser. C'est-à-dire son objectif, c'est de couper
ce peuple de ses racines, couper ce peuple de son histoire et couper le peuple de ses acteurs qui ont fait cette histoire. Ce qui fait, moi, je dis, il faut garder cette étincelle qu'a gardé Mohamed Harbi, Allah yarhamou. Ça veut dire cette étincelle, cette détermination d'aller toujours au devant pour en finir avec l'oppression, la hagara, comme a fait nos aïeux avec la hagara coloniale. Voilà, on est en train de faire la même chose avec leur héritier, c'est-à-dire les héritiers de la hagarine du passé. Très bien. Alors, nous allons écouter tout petit peu, Mohamed Harbi, Rabbi yarhamou. Et je tiens, Khouya Fethi, à transmettre toutes mes salutations à Msaouda, ma reconnaissance, toute ma gratitude et mon infinie admiration pour cette femme debout qui n'a jamais baissé ni les yeux ni les bras. Merci à elle. Nous écoutons. Merci. Et salam alayha bil khair ou lehna. Mohamed Harbi. Non, je crois que ce problème, c'est encore en gestation. Ce n'est pas une histoire. C'est un récit politique de la force qui a pris le pouvoir. Et rien de plus. Ce n'est pas l'histoire de l'Algérie. Il y a des morceaux de l'histoire de l'Algérie, mais ce n'est pas l'histoire de toute l'Algérie, avec tous ses représentants. Fethi Gherres, revenons-en à vous et à Msaouda et à vos camarades qui ont subi avec vous les foudres de ce pouvoir qui refuse, qui dénie aux Algériens le droit de s'exprimer, le droit d'aspirer seulement à la dignité et à la liberté, et le droit au peuple de revendiquer sa souveraineté sur son propre destin. D'abord vous, et Msaouda, vous avez subi l'indicible. Vous avez été arrêté, jeté en prison, malmené, calomnié, diffamé. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Et je vais vous laisser vous exprimer autant que vous le voulez et en même temps nous parler de la dissolution inique, arbitraire, illégale, y compris par rapport à leur propre loi du MDS. Alors, il faut placer tout ça dans le cadre, le contexte, je dirais, historique qu'on est en train de vivre après 2019, le 22 février 2019. Les choses se sont accélérées après 2019 pour une seule raison, c'est que le peuple algérien, depuis le 11 décembre 1960, il y a eu un consensus autour de la question de l'indépendance nationale. Et le peuple, en réalité, a été l'élément déterminant dans l'accélération des événements de la guerre de libération. Depuis, je dirais, le pouvoir, pour des raisons, je dirais, qu'on ne va pas citer maintenant, il a pu avoir toujours une ascendance, je dirais, tactique et même stratégique. Je vais résumer tout ça par la formule de diviser pour régner. C'est-à-dire, il a pu, le pouvoir algérien, le système plutôt, et les pouvoirs qui ont je dirais, qui ont porté ce système, ils ont pu installer une certaine division dans l'opposition au sein de la société algérienne, et tout ça a permis de lui donner un certain sursis. Eh bien, en 2019, c'est la deuxième fois que le peuple algérien se réunit autour de la question, cette fois, je vais la nommer la deuxième indépendance, cette deuxième indépendance qu'il est en train de la revendiquer sous
le titre du changement démocratique et la rupture avec le despotisme, et pour installer une légitimité populaire. On est dans une situation nouvelle. Et le pouvoir, il va affronter cette situation nouvelle par des méthodes nouvelles. C'est-à-dire le Jazair al-Jadida, c'est une répression, une façon de s'opposer, d'affronter les aspirations du peuple algérien par des méthodes nouvelles. C'est le tout sécuritaire et ne pas épargner les Algériens d'où ils viennent, des Algériens avec toute leur pluralité, leurs références idéologiques ou politiques ou je dirais même sociales ou sociétales, ne pas les épargner par rapport à la question de la contradiction principale. Ça veut dire que les Algériens se sont réunis sur la question démocratique, le pouvoir, il va opprimer tout le monde. Et il va essayer de diviser pour continuer à régner. Il n'arrive pas à faire ça. Il est dans le tout sécuritaire pour se donner le temps pour revenir vers l'ancienne formule qui a, à un certain moment, qui a pu lui donner une certaine stabilité, je dirais, stabilité. Actuellement, il n'arrive pas à faire ça. Et c'est pour ça qu'il est en train d'emprisonner tout le monde, de réprimer tout le monde et d'harceler tout le monde. Le MDS, pardon, Fethi, c'est très important. Pardon, oui. Fethi. Est-ce que finalement, ce n'est pas mieux comme ça, ce n'est pas plus franc, un pouvoir réellement despotique, réellement dictatorial, réellement primaire, plutôt que ce pouvoir un peu rond, un peu qui a trompé tout le monde, qui après 88 a créé de faux partis, qui devaient demander l'autorisation à la police politique, qui ont enquêté sur eux, qui a recruté des journalistes du secteur public, le même secteur qui lui passait la brosse, pour en faire Zama la presse la plus indépendante du monde arabe, pour créer des associations et des relais sociaux qui coûtaient les yeux de la tête des ressources algériennes. Est-ce que comme ça, ce n'est pas mieux comme ça, Chami ou le Baghdadi, qu'on se comprenne chacun dans son camp? Bien sûr. Les choses sont devenues plus claires. C'est-à-dire l'intelligence populaire, elle est en train d'orienter ce pouvoir vers sa fin. Ça veut dire qu'il est en train de subir le peuple algérien. Alors que dans l'apparence, certains voient que le contraire, que le pouvoir, c'est lui qui est en train d'entreprendre. Et nous, on est en train de répandre. Non, le pouvoir algérien ne fait que répandre au Hirak. Et cette violence, cette manière de se démasquer, c'est-à-dire le pouvoir, il est en train de dire voilà ce que je suis réellement. En réalité, toute cette pseudo-liberté, je dirais, une certaine marge de liberté qu'on a vécue après 1988, elle est à géométrie variable. Ça veut dire c'est une liberté qui va varier selon les situations. Mais disons que les choses étaient un peu différentes par rapport à ce qu'on est en train de se subir maintenant. Mais actuellement, ça veut dire le pouvoir, il est obligé de se démasquer. Il n'a pas le choix. Ça veut dire il est en compte. C'est comme un boxeur qui est en train. C'est comme Foreman quand il était dans le coin et qui subissait un peu je dirais les frappes de Mohamed Ali Kelaï et son génie tactique. Et le génie tactique actuellement, il s'exprime par le peuple algérien pour aller vers le chaos stratégique, ça veut dire la rupture. Et le pouvoir algérien, il est en train de se démasquer et de se rétrécir. Ça veut dire même sa base sociale. Sa base sociale, il n'arrive pas à la garder, ni par le clientélisme, ça veut dire que les caisses sont en train de se vider, ni par, je dirais, une certaine capacité de vendre le mensonge, comme a fait Bouteflika. Il a vendu quelque chose qui s'appelle le Moussalaha. Alors en réalité, Bouteflika, il n'est pas venu pour rassembler les Algériens. Au contraire, il était là pour continuer à faire la même chose qu'a fait Zerouel ou qu'a fait Chadli ou Boumdine. C'est ça veut dire avec d'autres méthodes. Et ça, la méthode, c'était l'habillage du despotisme du pouvoir algérien par le Moussalaha.
Actuellement, c'est fini. Le pouvoir n'arrive pas à faire ça, à faire ce travail. Il n'arrive pas à habiller son despotisme par une pellicule idéologique comme ça qui masque sa réalité, son vrai visage. En fait, Fethi Ghirras, en fait, si je m'excuse de vous interrompre de temps en temps. En fait, on était في التبرويت ودرك رانا في الخشونيه. كانوا يبراو طوفيلا comme ils nous brouettaient comme on dit dans les travaux publics et maintenant بالخشانه ils passent en force. En force وحنا في لا ساجيس بوبولير الانسان الخشين شكون هو اللي الضياقه اللي تضيق ça veut dire qu'il n'arrive pas à trouver d'autres méthodes pour je dirais pour se défendre c'est ça خلاص هو مخنوق ce qui fait بان على حقيقته et tout le monde découvre cette chose cette réalité amère ça veut dire que même il y a des gens qui ont après le 12-12 ils ont peut-être pour des bonnes raisons je dirais dit que peut-être Tebboune il va ramener quelque chose de différent par rapport à Bouteflika. Peut-être les choses vont s'améliorer. Peut-être Tebboune il n'est pas comme les autres, il n'est pas aussi impliqué dans les affaires de la Issaba. Alors que le contraire, c'est le vrai, c'est le contraire. En réalité, Tebboune il vient de la matrice, cette matrice du système, de la Issaba et de la corruption et tout ça. C'est-à-dire et bien maintenant, on est en train de découvrir que Tebboune, c'est la continuité de Gaïd Salah. Et Gaïd Salah, c'est la continuité de Bouteflika. Et on ne peut pas espérer une rupture qui vient de l'intérieur du système. Le système, il est homogène. Il n'y a pas... C'est-à-dire, même si parfois, il y a des conflits à l'intérieur de ce système, ces conflits ne vont pas remettre en cause sa nature. Ils ne vont pas être un moteur pour faire progresser la situation politique en Algérie. Au contraire, c'est-à-dire le Bahwasso contre le Bahwasso. Ça veut dire que c'est un conflit entre deux courants pour patrimonialiser l'Algérie, pour avoir la même mise sur les richesses nationales, pour dominer plus. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas une divergence idéologique ou même, je dirais, politique ou même au sein du système. Le système, il est homogène. Ce qui fait actuellement, on est en train de découvrir cette homogénéité. Ça veut dire Ben Ammi, Khoya ala Ben Ammi ou Ben Ammi al-Barrani. C'est la logique de ce système. C'est-à-dire, même les gens qui ont été emprisonnés par Tebboune, demain, ils vont sortir, ils ne vont jamais se transformer en opposants. Ils ne vont jamais se transformer en opposants. Ils s'écoutent, ils ضربها بسكت ويروح يريح في داره. Il attend son rôle. Voilà, revenons-en à vous. Moi, j'ai fait exprès de vous présenter comme coordinateur national du mouvement démocratique et social parce que les Algériens sont nombreux, pour ne pas dire innombrables, à ne pas reconnaître cette dissolution, comme elle ne reconnaît pas la dissolution de Raj, comme elle ne reconnaît pas la dissolution de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Mais j'aimerais que vous nous parliez un peu, parce que tous les Algériens ne savent pas. Avec les médias qui sévissent en Algérie, qui font dans la propagande et dans la désinformation, avec les relais sociaux qui prennent le relais justement pour tromper les gens, les potentats locaux, le tribalisme zoui, les bien-pensants religieux et toutes ces cohortes au service du pouvoir, les gens ne savent pas ce qu'a été l'injustice que vous avez subie, les souffrances, la prison, ces procès iniques, cette propagande de la presse, ou du moins ce silence complice. J'aimerais que vous nous parliez de ça, ne serait-ce qu'un peu, avant de passer à des questions précises que j'aimerais vous poser. Je vous en prie, Fethi. Alors, depuis 2021, c'est-à-dire on est dans une situation, je dirais, par rapport au pouvoir, d'illégalité. C'est-à-dire, moi, j'ai fait 9 mois de prison, et puis après, le parti a été, je dirais, officieusement, gelé en 2023 et officiellement, en réalité, dessous. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire appel. Voilà, c'est-à-dire que c'est une décision finale. Messaouda Chbala, elle a eu 6 mois, en 2024, elle a eu 6 mois
de sursis, 6 mois sursis, prison, c'est-à-dire غير نافذة. Moi, jusqu'à maintenant, ça veut dire j'ai subi, après la prison de 2021, j'étais poursuivi en 2023, puis en 2024 pour deux crimes. Mais les crimes, le premier crime, c'est outrage, je dirais, au président, c'est-à-dire, voilà, Son Altesse Abdelmadjid Tebboune, on n'a pas le droit de le critiquer. Ça devient un blasphème maintenant. Critiquer Abdelmadjid Tebboune, ça devient un blasphème. Et en 2024, plutôt تبون 2025, رضي الله عنه عمهم تبون رضي الله عنه. presque ça, je dirais. On va pas comparer à Tebboune au Sahaba, mais voilà, presque ça. Et je dirais, et en 2025, pour la même raison, c'est Tebboune qui revient à la charge, et j'étais condamné en 2 ans de prison ferme. Avant, c'était 1 année de prison ferme, et maintenant 2 ans de prison ferme, et je vais faire appel. Maintenant, ils ont programmé l'appel pour le 3 février. Le 3 février, voilà. Et vous ne craignez pas, RRS, vous ne craignez pas des représailles après cette émission? Vous ne risquez pas d'avoir des ennuis, les connaissant comme nous les connaissons? Le risque, il est toujours là. On se tait, on ne se tait pas. On dit des choses, on ne les dit pas. Ça veut dire le risque, il est toujours là. L'arbitraire, il ne va pas épargner, va pas épargner même les gens qui ont choisi de se taire. Ça veut dire, si demain le pouvoir va trouver que dans la répression de telle ou telle personne s'inscrit dans sa stratégie ou sa stratégie de se maintenir, il va le faire. Ce qui fait, moi, je préfère parler et subir les affres de ce pouvoir, alors que mieux que se taire. Et en réalité, ça va être, on va subir les mêmes résultats. Pourtant, c'est l'attitude pourtant de presque tous les partis politiques. Comment ça, l'attitude de tous les partis politiques? L'attitude de se taire. Ils préfèrent se taire et rester dans les faveurs du régime, plutôt que de s'exprimer, de s'engager auprès de leur peuple, auprès de la liberté, auprès de la dignité. Je m'excuse de le dire comme ça. Moi, j'ai une seule cible, ça s'appelle Tebboune et son pouvoir et son système. Maintenant, c'est aux Algériens de juger. Je vais pas ouvrir un débat sur ce sujet. Je dirais que peut-être on va à certains moments on va arriver aux mêmes conclusions et chacun va prendre son propre chemin. Moi, j'ai choisi le chemin de l'affrontement parce que je m'adosse en réalité aux orientations du peuple algérien et du Hirak. Le Hirak, il a dit les choses clairement. Il ne veut pas cohabiter avec ce pouvoir et avec ce système. Le peuple algérien, il ne veut pas continuer à cohabiter avec l'Isaba. Ils vont en finir avec cette Isaba. Il va aller vers une transition politique pour installer une Algérie réellement nouvelle, mais qui revient à ses origines. C'est-à-dire renouvelée, je ne dis pas nouvelle. Et ce qui fait, moi, je m'inscris dans cette ligne politique et peut-être chacun va expérimenter peut-être d'autres voies et j'espère que chacun va en tirer les bonnes conclusions pour arriver à se rassembler autour de ce projet, le projet du Hirak. Il lui donnait de la chair, il lui donnait, je dirais, un habillage politique qui s'appelle le projet de transition démocratique pour installer l'Algérie dans la voie du progrès. Mais avant de revenir, moi j'aimerais que vous nous parliez des procès iniques que vous avez subis, ainsi que M. Ouda. J'aimerais que vous nous parliez des conditions de la prison, de ce qu'endurent nos camarades, nos frères, nos enfants qui sont en prison. Mais avant de revenir à ça, j'aimerais vous poser une question, j'allais dire, existentielle. Comment voulez-vous que nous puissions garder l'espoir d'un Hirak,
d'un Hirak qui va régénérer, revivre de ses cendres, j'allais dire, ou de ce qui a été fait de lui, le Hirak al-Mubarak pour eux. Comment pouvez-vous aller, pourrions-nous imaginer aller vers une phase de transition, une dynamique de transition, sachant qu'il n'y a rien derrière, il n'y a aucune organisation, il n'y a pas de front, il n'y a pas d'avant-garde, il n'y a pas de consensus entre les différentes sensibilités de l'opposition. Demain, le Hirak pourrait exploser du jour au lendemain, le peuple sortir dans la rue, porter ses aspirations, mais sans élite qui puisse l'organiser, le représenter, discuter entre elles, je veux dire ses membres, essayer de trouver un consensus global. Ça finira comme a fini le Hirak passé. Malgré les millions de manifestants qui sont sortis dans la rue pendant des années, fidèlement, chaque mardi, chaque vendredi, avec un civisme absolument incroyable, un pacifisme, une pudeur, et pourtant, il a échoué, le Hirak, si on peut dire, puisque finalement, il a permis à des gens pires que ceux qu'il était en train de contester de revenir, et en force aujourd'hui, jamais depuis peut-être 88, un régime, un pouvoir n'a été aussi brutal, aussi grossier, aussi désespérant et aussi contre-productif que celui de Tebboune, Tchenguereha et compagnie. Donc, ma question, tout simplement, comment peut-on attendre d'un Hirak qui va certainement revenir, qu'il puisse aboutir à une phase de transition, alors que les élites ne se manifestent toujours pas? Le peuple a fait la même chose avant 1954. Il a donné du temps à son élite qu'elle règle ses problèmes et qu'elle se met au diapason de ses aspirations, et ça a donné 1954. Le peuple était prêt à prendre les choses en main. Et ce qu'il manquait, c'est une élite qui va le mobiliser, l'encadrer, l'organiser. En réalité, et ça a donné la crise du PPA qui a enfanté cette génération révolutionnaire qui a, en réalité, je dirais, guidé le peuple algérien vers l'indépendance. Je dirais, voilà, encadrer et donner un habillage politique et idéologique à son combat contre le colonialisme. Peut-être actuellement, le peuple algérien, il est en train de donner du temps à cette élite, c'est-à-dire pour qu'elle révise ses positions. C'est-à-dire tout, le temps mort, les cendres, je dirais, on n'est pas en train de vivre une défaite. Non, on est en train de vivre une nouvelle étape dans la lutte contre le despotisme. Et cette étape, actuelle, ce qui la caractérise actuellement, c'est un peuple qui attend une élite, il est en train de lui dire, je ne peux pas faire le travail tout seul. C'est ça, il lui est en train de dire, je ne peux pas faire le travail tout seul. Ça doit être une révolution qui rassemble tout le monde. Et peut-être, je dirais, les limites de l'illusion, qui va en réalité aller vers une désillusion qui alimente quelque chose qui s'appelle une prise de conscience. Eh bien voilà, actuellement, il y a ceux qui parlent d'une phase post-Hirak, ils se trompent. On n'est pas dans une phase post-Hirak, on est dans le processus révolutionnaire. Peut-être actuellement les choses s'expriment différemment. Le peuple algérien rejette ce pouvoir et ce système par des manières, des méthodes différentes. Ça s'appelle le rejet négatif, ça veut dire qu'on boycotte les élections. On rejette les élections. Les Algériens ne sont pas derrière Tebboune, ne sont pas derrière ce gouvernement. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à convaincre Abdelmadjid Tebboune qu'on est dans une nouvelle phase réellement. Les Algériens, ils disent, on est encore dans une situation d'affrontement. Et peut-être, ce qui manque dans ce paysage, c'est que
les élites ne sont pas encore d'accord sur la méthode qu'on doit adopter pour continuer le combat contre ce système. Je dirais peut-être chacun est en train de voir ou de défricher je dirais, d'autres méthodes. Mais en même temps, ça veut dire كيما الشعب il dit à ce pouvoir ما تبدلناش السوجي ما يلزمش حنا ثاني كنبدلوا السوجي. Ça veut dire نبقاو le même sujet, c'est le حراك. Et c'est la rupture, c'est la transition démocratique. On ne peut pas changer les choses en étant éparpillé, en étant divisé. Ça veut dire que le peuple algérien, il nous dit actuellement, il faut aller vers un rassemblement réel, vers un front de libération démocratique. Voilà. Ça veut dire et continuer le travail qu'a commencé le peuple algérien en 2019. Mais oui. En l'occurrence, c'est en l'état des choses qui ne sont vraiment pas prometteuses, qui sont même très inquiétantes. Vous n'avez qu'à voir ce qui est en train de se passer à la suite d'une petite augmentation ou réajustement des prix du carburant. Regardez ce qui se passe. Une grève quasi générale des transports qui pourrait se répercuter sur des pénuries, des flambées de prix, peut-être même de la violence. Mais en l'occurrence, avec cette perversion systémique, avec cette septicémie politique, avec ce combat politique profond, avec cet étouffement de la conscience populaire, de la conscience politique, est-ce que vous ne craignez pas que ça tourne mal, que ça puisse exploser en violence, en émeute, où le pouvoir lui-même, parce que la violence l'arrange toujours, pourrait trouver justement manière à jouer et à dire, vous voyez, avec nous au moins il y avait la paix, la tranquillité, regardez, un scénario qu'il pourrait lui-même faire flamber, hein, comme il l'a fait dans les années 90, par exemple, et entre autres. Les peuples sont intelligents, hein. C'est-à-dire qu'ils ont expérimenté pas mal de méthodes. Ils voient actuellement la méthode la plus efficace, c'est le pacifisme. C'est-à-dire que c'est la première fois que le peuple algérien met le pouvoir et ce système, il le met dans une posture défensive. Et ce qui fait, moi je ne pense pas qu'actuellement, l'archétype de l'action politique, je dirais, résistante ou qui s'oppose au despotisme de ce système, c'est le Hirak. Le Hirak est devenu une référence. Même les mouvements, actuellement, les mouvements sociaux, c'est-à-dire, ils s'inspirent de la méthode hirakiste. C'est-à-dire, le Hirak est devenu, je dirais, une référence consensuelle chez le peuple algérien. Et la violence, elle est du côté du pouvoir. C'est le pouvoir qui n'arrive pas à se détacher de cette... Parce qu'elle fait partie de sa nature, de cette méthode. Elle fait partie de sa nature. C'est-à-dire le pacifisme est devenu une essence, une identité politique qui caractérise la société algérienne, parce qu'en réalité, les Algériens veulent un système démocratique, veulent une Algérie, je dirais, tournée vers le progrès, et ils savent que la seule méthode pour garder le cap, c'est de ne pas se séparer de cette méthode, et en même temps, elle n'est pas que méthode, et en même temps, c'est un objectif. C'est-à-dire, on veut aller vers une société pacifiée, parce que le pouvoir, il est violent, et il sème la violence dans la société algérienne. Et ce qui fait, moi, je ne pense pas que les Algériens vont changer de façon de faire les choses concernant leur rapport avec l'autoritarisme, avec le Hagra. Je pense qu'ils ont compris que la meilleure garantie pour que l'Algérie arrive à dépasser cette situation, cette anomie politique et je dirais économique et sociale et idéologique, c'est de garder la méthode du Hirak, garder l'esprit du Hirak, s'inscrire toujours dans la continuité par rapport en 2019, 22 février 2019. Et c'est pour ça que le pouvoir, il agit de cette façon. C'est-à-dire, il a compris que la conscience politique, c'est-à-dire il y a une maturité politique
que la question démocratique est devenue actuellement incontournable, que les Algériens actuellement, ils ne peuvent pas aller vers autre chose, à part ce qu'ils ont revendiqué, ça veut dire en 2019, et toutes les expériences avant 2019, ils ont abouti vers ça, y compris le piège de la décennie rouge. Ce qui fait, les peuples apprennent et accumulent des expériences, expérimentent des méthodes et arrivent à en tirer des conclusions. Et il faut pas négliger ça. Je pense que la bêtise, elle est du côté du pouvoir et du côté du système. C'est un mauvais élève. Il n'apprend pas. Ça veut dire parce qu'il est emprisonné par des intérêts, je dirais, parasitaires, prédatrices. Et ce qui fait qu'il ne peut pas négocier. Il n'arrive pas à négocier. Les choses sont arrivées à une situation où il ne peut pas négocier. Il ne peut pas céder. C'est-à-dire qu'il sait que n'importe quelle concession, elle va être au détriment de son existence. Et ce qui est fait, la seule méthode qu'il trouve pour affronter cette situation, c'est l'omniviolence. Voilà, l'omniviolence, une violence généralisée qui touche tout le monde. Elle touche les partis politiques, le MDS, elle touche la Ligue, elle touche tous les courants politiques, tous les familles idéologiques, toutes les catégories sociales. Voilà, je dirais, on est dans une situation nouvelle, les choses sont devenues plus claires. Il y a deux choses qui s'affrontent, deux projets politiques qui s'affrontent. Un projet porté par le peuple algérien qui s'appelle le projet démocratique, la légitimité populaire, un État de droit, un État qui revient vers ses origines révolutionnaires et émancipatrices, et en même temps un pouvoir contre-révolutionnaire, un pouvoir qui veut en réalité nous couper de nos racines pour continuer continuer à exister tel qu'il est. Ça veut dire une minorité qui va prendre les choses en main pour défendre ses intérêts étroits. Voilà. Moi, je dis, il n'y aura pas de violence. Moi, je suis convaincu. Les Algériens, parce que je vis, je fais partie de cette société, dans un quartier populaire, voilà, je dirais, faire de la politique, c'est être toujours en contact permanent avec les gens et essayer de comprendre ce que les gens aspirent à quoi. Les gens aspirent à quoi? Les Algériens veulent vivre en paix. Et dans la paix, ils savent, avec ce pouvoir, avec ce système violent, ils ne peuvent pas réaliser cet objectif. Et c'est pour ça qu'ils veulent en finir avec ce pouvoir. Ça n'est pas parce qu'il est violent qu'ils veulent en finir avec lui. La violence, elle est symbolique, elle est matérielle, elle est sociale, elle est politique, elle est même idéologique. Et c'est pour ça qu'ils veulent aller vers autre chose. Alors, parlez-nous un peu, Fethi Gherres, de ce que subissent tous vos camarades. Je ne parle pas seulement camarades, Rofaka ou les compagnons, hein, ça n'a pas seulement une connotation d'extrême gauche ou de gauche, à mon avis, à mon modeste avis. Mais parlez-nous de tous ces camarades, de tous ces frères, de toutes ces sœurs, ces enfants, de ce peuple qui se battent, qui continuent de se battre, qui sont en prison. Mais ce ne sont pas seulement ces 200 et quelques prisonniers politiques et détenus d'opinion qui sont en prison. Ce sont tous ceux qui sont passés par la case prison, comme vous-même, et des milliers d'autres, qui se comptent en milliers, qui sont passés par la case prison, par un acharnement incroyable. C'est du terrorisme d'État. La police, la gendarmerie, Serebes, la police politique, la façon dont les gens sont suivis partout où ils vont, leur téléphone espionné, parfois leur voiture vandalisée, et tout ce qu'ils subissent surtout de cette justice, de ces procès iniques qui fonctionnent au téléphone. J'aimerais que vous nous parliez un peu de toute cette horreur que subissent les Algériens libres, tous ceux qui se battent pour leur pays, pour leur dignité, pour leur rêve d'un État vraiment démocratique. Non, ce qui rend en réalité le pouvoir violent par rapport à cette question, c'est que le Hirak, il a démocratisé le modèle militant. C'est le modèle militant. Ça veut dire faire de la politique, le pouvoir, c'était quoi? C'est devenir le client de ce pouvoir.
C'est ça, faire la politique. C'est s'inscrire dans je dirais, la structure entière. C'est-à-dire que tu vas occuper une place dans cette structure entière selon soi-disant ton utilité par rapport à ça. C'est-à-dire que si tu es en RND ou FLN, c'est pas comme si entre guillemets, tu milites dans un petit parti, je dirais, peut-être qui n'a pas le même poids, je dirais, que le FN ou le RND dans la logique du système. Et ce qui fait, le Hirak, il a apporté un contre-modèle à ça. Le modèle de la politique, je dirais, métier pour je dirais, pour vivre, pour باش واحد يعيش ياكل ويدي sa part de la rente. Et ben, le modèle du Hirak, c'est le militant qui est au service de la collectivité nationale, qui se donne pour les autres. Le désir d'être au service de la nation, au service des gens, des opprimés. Voilà, ça, c'est quelque chose qui va à l'opposé de la nature du système. Prédateur, parasite plus que prédateur en vérité, parce qu'il ne crée rien, il ne fait aucun effort, c'est un système entier. Et voilà, le Hirak, il a démocratisé ce modèle, et les Algériens, actuellement, on a les enfants de Dédouche et de Hassib Bouali, maintenant ils sont en train de vivre les moments qu'a vécu Hassib Bouali et Dédouche Mourad. Ça veut dire, les gens ont un idéal, et pour cet idéal, ils sont en train de se sacrifier sans demander une contrepartie. Et ça, en vérité, le modèle en lui-même, c'est la négation de ce système, la négation de sa nature économique, et idéologique et politique. Et c'est pour ça que il va pas s'arrêter à dénoncer ces gens-là. Il va aller vers quelque chose qui s'appelle la répression, pour dire aux Algériens, il ne faut pas suivre ces gens-là. Il ne faut pas que ces gens-là soient le modèle. C'est pour ça que actuellement, ce que subissent les militants, ce que subissent les gens qui sont soit ils sont prisonniers ou ils sont, je dirais, poursuivis sans être emprisonnés. Ce qu'ils subissent, c'est que le pouvoir, il est en train de leur dire, renoncez à ce que vous êtes, renoncez, soyez des renégats, c'est ça ce qu'il demande. Il veut, à travers ces gens-là, en réalité, discipliner la société algérienne, le peuple algérien. Il veut revenir vers une situation où l'Algérien devient un être négatif, un être soumis, un être qui ne croit pas à ses capacités d'influencer sur le sort des choses. Et ce qui fait, maintenant, on est dans une guerre totale. Le pouvoir mène une guerre totale, idéologique, politique, même économique actuellement. Regarde, maintenant, ça veut dire, le résumé d'un système, في البحبوحة كلاها وحده. Et actuellement, qui كانت طايبة كلاها وحده, ou actuellement, كاي محروقة حبي وكلنا وحدنا. Et en même temps, il le fait pour deux raisons. L'oula, parce que c'est pas un pouvoir qui est fondé sur le partage, déjà. Deuxième des choses, c'est pour je dirais, punir les Algériens. Les affaiblir. Et maintenant, le défi, les militants, le défi, les gens qui gardent le cap pour réaliser les objectifs d'Al-Hirak, c'est de maintenir cette étincelle, c'est de garder, défendre ce modèle et le généraliser. Ça veut dire que c'est la seule manière pour que l'Algérie arrive à son salut, c'est de promouvoir ce modèle nouveau. كما يسميه فانون لوم نوفو هذا هو الانسان الجديد اللي جابوا الحركه كما الثوره لا ريفوليسيون الجيريان جابت انسان جديد المجاهد لو ميليتون لو فدائي المسبل الحراك il a créé un homme nouveau, une femme nouvelle,
ça s'appelle le hiérarchie, le militant, la militante, et c'est pour ça qu'ils subissent toutes les affres de ce pouvoir. Et je dirais, on s'attendait à ça. Ça veut dire que le pouvoir d'ailleurs, il va faire autrement. Ça veut dire on est dans une situation d'affrontement. L'affrontement, il est existentiel. Le peuple algérien, il faut continuer باش نوليو حنا وماشي هما. Alors, Fethi Gherres, il ne nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement, quelques minutes, une petite poignée de minutes. Je vais vous poser une question qui est en train de se débattre au sein même du régime, hein, d'après des gens très sûrs qui me l'ont laissé entendre. Au sein même du pouvoir, on parle aujourd'hui de M. Tebboune comme étant devenu un président empêchable, j'allais dire. Ça veut dire qu'il pourrait provoquer une procédure d'empêchement parce qu'il a mis tout le monde dans de sales draps, y compris les barons du régime eux-mêmes, lorsqu'il a compromis leurs affaires en France, qui se sont mis à trembler de peur de voir sortir des fuites sur leurs biens, leurs fortunes, leur petite connivence avec la France-Algérie, etc., etc. Et donc, ils reprochent un peu, ils ont trouvé le bon filon pour essayer de creuser dedans et pouvoir le désigner à la vindicte populaire. On dit qu'il avait hérité d'une mafiocratie, mais qu'il a eu le culot, l'audace de lui rajouter une mythocratie. Ce monsieur est en train de débiter des mensonges, y compris devant la tribune depuis la tribune des Nations Unies, devant la plénière, lorsqu'il a dit « Nous sommes capables de produire 1,3 milliard de mètres cubes d'eau par jour, dessalée, etc. » Ou alors la dernière sortie, lorsqu'il a dit « Nous sommes désormais membres du G20 », lorsqu'il a dit « Un Malaisien va investir 20 milliards de dollars », lorsqu'il a dit... il y a de quoi remplir un livre de mensonges plus ou moins gros. Est-ce que vous pensez que ce monsieur est vraiment affecté d'une véritable mégalomanie, d'une mythomanie, que c'est compulsif, qu'il n'arrive pas à se retenir, que ça lui échappe, il regrette après, mais c'est plus fort que lui. Est-ce qu'il est dans ce cas et est-ce qu'il est réellement empêchable sur ce seul critère? C'est la face visible du iceberg. En réalité, Tebboune, il exprime une réalité plus profonde. Ça veut dire que cette mégalomanie, mythomanie, incapacité de rentrer en contact avec le réel. C'est-à-dire, je dirais, cette incapacité de voir la réalité telle qu'elle est et d'avoir un rapport réactif avec cette réalité. Ça exprime l'isolement de ce pouvoir. Et cet isolement est le produit d'une situation nouvelle. Et cette situation nouvelle, elle est éminemment révolutionnaire. On est dans une phase où les passerelles, le pouvoir n'arrive pas à avoir des passerelles avec le peuple algérien. Il n'arrive pas à tisser des liens avec des pans de la société algérienne pour essayer de semer la division, de créer des débats, des faux débats pour, je dirais, faire diversion par rapport à la question principale, la contradiction principale. En réalité, c'est ça ce qui... parmi les symptômes de cette maladie, on a la personne de Abdelmadjid Tebboune qui exprime et qui concentre par sa personne toute cette anomalie. Ce qui fait, c'est un césarisme qui n'arrive pas à s'installer comme... C'est-à-dire, il cite pas mal de fois Boumediene. Boumediene, c'est un césarisme. Ça veut dire qu'à un certain moment, il a réussi à fonctionner, je dirais, à encercler le potentiel démocratique qui existait en Algérie. À un certain moment, je dirais, il a réussi à encercler pour des raisons qu'on ne va pas citer. Ça veut dire,
le despotisme de Boumediene, c'était du vrai césarisme. C'est-à-dire qu'il y avait de l'illusion par rapport à la personne de Boumediene. Les gens croyaient que Boumediene, c'était le progrès social, c'était le patriotisme qui fait avancer l'Algérie vers des ères, je dirais, nouvelles. Actuellement, c'est un césarisme malade. Ils n'arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à reproduire la situation, l'ancienne situation, parce que le peuple, en réalité, c'est lui qui a progressé et sa conscience politique a progressé pour arriver à la situation du Harak. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. C'est-à-dire que pour eux, ils n'arrivent pas que l'histoire a fait que le peuple algérien, avec ses expériences, ses échecs, ses tragédies et ses acquis, et il est arrivé à cette conclusion. Et je reviens à ce que je disais avant, et pas de cohabitation avec le despotisme. On veut une Algérie en rupture avec tout ce que représente l'Isaba et tout ce que représente ce système. Et le pouvoir, il est dans l'incompréhension par rapport à cette situation. Et ce qui fait cette incompréhension exprime par cette mythomanie, cette mégalomanie, cette pathologie généralisée au sein du système qui fait qu'on a des rzig, on a des aoun, on a voilà, ces phénomènes pathologiques. On est arrivé à la fin de l'émission, on a même débordé un petit peu, mais c'est tellement passionnant de vous écouter, c'est tellement rassurant. Je vais vous laisser le mot de la fin, mais en 1 minute, s'il vous plaît. Moi, il y a une seule chose certaine. Je vais m'inspirer de Gramsci. Une seule chose certaine, c'est le peuple algérien. Le peuple algérien est capable, comme il a réalisé un miracle, comme un phénix qui renaît de ses cendres. Le peuple algérien, il a réalisé quelque chose qui était dans l'ordre de l'impensable. Une nation qui jaillit de ses cendres et rejaillit de ses cendres pour en finir avec le colonialisme français, avec toute son histoire, son expérience au Vietnam, en Afrique, dans le Nouveau Monde. Voilà, les Algériens, ils ont pu battre le colonialisme français. Et je pense qu'en comparant ce pouvoir et ce système avec la rationalité du colonialisme français, je dirais, c'est-à-dire, moi je crois, avec peu de moyens actuellement, on est dans la capacité de faire la même chose avec ce pouvoir, avec ce système, de réaliser un autre miracle, de transformer l'Algérie en un pays réellement démocratique, un État réellement démocratique, et faire de l'Algérie, pourquoi pas, la Mecque des démocrates, dans la continuité de notre histoire révolutionnaire. L'Algérie, la Mecque des révolutionnaires, peut devenir la Mecque des démocrates. Et ça c'est dans les gènes politiques et dans l'instinct politique du peuple algérien. Et ce qui fait, et c'est pour ça que nous allons vaincre ce système, malgré toute l'apparence actuellement, qui fait que peut-être les gens ils sentent que le peuple il est dans une phase de d'essoufflement. Non, il n'est pas dans une phase d'essoufflement. Frantz Fanon disait le raciste blanc crée le nègre et le nègre crée la négritude. Et le pouvoir, quand il a promulgué la loi de 87 bis, il a mis le doigt sur la contradiction principale. Il a dit la transition démocratique, c'est le danger à abattre. Et les Algériens, ils n'ont pas quitté leurs revendications, leurs aspirations. Ça veut dire qu'ils veulent aller vers la rupture par la transition et rester dans l'esprit du Harak, l'esprit Taït Nahawga. Merci Fethi Gherres. Merci d'exister, merci à M. Saouda Chabala d'exister, merci à tous les hirakistes, femmes, hommes d'exister, de porter nos espérances. Nous sommes de tout cœur avec ceux qui sont en prison, de tous ceux qui sont harcelés par ce régime. Ça ne devrait pas être à moi, journaliste, de le dire comme ça, mais je ne peux pas m'en empêcher.
Merci de nous avoir suivis et merci à Mohamed Harbi, Rabbi Yarhamou, d'avoir existé. Merci. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.